démarrer l'enregistrement. C'est parti. Ok. Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est que actuellement, vous êtes en train de faire Node.js. Et le problème, c'est vous pouvez faire les choses, ce qu'on vous demande, sans pour autant comprendre ce que vous êtes en train de faire, quelle est la liaison avec ce que vous faisiez. Alors, je vais essayer d'illustrer de façon graphique pour que vous puissiez comprendre. Ok. Donc là, je vais prendre ça. Je fais ça. Ok. Donc là, depuis le début de votre formation, vous avez l'habitude de travailler ici. Cette partie-là, c'est quoi? C'est la partie client. Bon, je vais changer de... Ok. Ça, c'est la partie client. Ok. Ça, c'est la partie client. Je vais agrandir ça. Ok. Sur la partie client, ce que vous avez l'habitude de faire, bien les technologies avec lesquelles vous travaillez, c'est HTML, CSS. Coach, Oui. ça c'est Figma ou bien? Ouais. Je m'appelle pour me demander ça, c'est quoi? Ça, c'est Excel Drawer. Donc, est-ce qu'on peut continuer à la fin vous poser ce genre de questions-là? Donc, si ce n'est pas des questions qui sont relatives à ça, faut attendre un peu. Bon, je vais continuer. Donc, je disais que depuis le début de votre formation, ce que vous faisiez, c'est que vous travaillez la plupart du temps avec, sur le côté client. Donc, il y a HTML, CSS. Il y a aussi JavaScript. Donc, vous avez aussi eu à travailler avec JavaScript et récemment avec React.js. OK. Donc, ça, c'est la partie client. Donc, ça, c'est la partie client. Et ce que vous devez comprendre, c'est, vous devez comprendre un mot. Le mot là, c'est quoi? Le mot, c'est architecture des applications web. OK? Donc, quand on parle d'architecture des applications web, c'est comment est-ce que les applications web sont structurées. Comment est-ce qu'on travaille avec des applications web. Super. OK? Donc là, j'ai un lien ici dont le titre est qu'est-ce que l'architecture d'application web, de composer une application web. Et là, il y a une figure qui illustre parfaitement la structure et l'architecture d'une application web. Il y a le client, il y a le serveur et il y a ces éléments-là. Ça génère tout le serveur. Mais ici, le bien les composants que nous allons considérer, bon, ça, c'est plus une architecture plus complexe, mais c'est juste un schéma pour illustrer ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, ayez ce schéma-là en tête pour vous rappeler plus tard. Donc, vous pouvez faire des recherches sur
l'architecture des applications web. Mais dans tous les cas, je vais vous partager ces liens-là après pour que vous puissiez lire et approfondir vos recherches. Donc, il y a ce qu'on appelle l'architecture du web qui est basée sur une architecture client-serveur. Donc, là, je vais faire le serveur. Mon serveur qui est là. OK. Donc, mon serveur est là. OK. Donc, le client est là, mon serveur, il est là. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quoi? C'est que le client va faire une requête vers le serveur. Il va lui dire, donne-moi une ressource. Par exemple, on envoie une requête get index.html. Donc, donne-moi la page index.html et le serveur lui répond, tiens, voici la page HTML que tu demandes. Donc, chevron, c'est quoi ça? OK. OK. Donc, le web est basé sur une architecture client-serveur, c'est-à-dire le client va faire une demande vers le serveur en lui disant, donne-moi une page qui s'appelle index.html. Le serveur lui dit, tiens, voici ta page. OK? Mais au fur et à mesure qu'on avance, les applications changent. Les demandes sont beaucoup plus élevées, les applications sont beaucoup plus exigeantes. Et si on se base sur ce schéma-là, on va dire qu'on est dans une architecture monolithique. C'est-à-dire, on, est, on a un serveur qui a tout. C'est un serveur qui est composé de quoi? Un serveur qui est composé de la logique métier, un serveur qui est aussi chargé, en fait, de tout. De tout. Tout est dans une seule application. Tout est dans une seule application. OK? Alors, pour éviter ces problèmes-là, on va introduire une autre couche. C'est la couche base de données. Donc là, je vais créer une nouvelle couche ici. Euh, ouais, la base de données, elle est là. Je mets le texte. OK. Donc, la base de données, c'est l'endroit où on va stocker les données. C'est ici qu'on va stocker l'ensemble des données qui seront envoyées au client à travers le serveur. Maintenant, je vais enlever ça. Aujourd'hui, vous êtes ici, au niveau du serveur. Vous avez fait du HTML, le CSS et le JavaScript. Et il se trouve que vous avez terminé. Bien, vous connaissez maintenant comment est-ce qu'on peut faire une page web. Maintenant, le problème, c'est React, c'est une application, comment on appelle ça, des applications de type single page. C'est-à-dire, il y a tout sur le client. Le problème qui se pose, c'est comment est-ce que mon application va communiquer avec mon serveur, à travers quoi je vais manipuler les données, faire des demandes vers le serveur et le serveur me renvoie. Le serveur va contenir ce qu'on appelle un web service. Donc, le serveur va contenir
en web service. Je fais ça comme ça. Voilà, le web service. Alors, ce web service-là est développé avec un langage de programmation. Donc ça, on a ça. Je vais le nommer ici, comme ça. En web service. Un web service, c'est juste un composant ou bien des fonctions qui sont stockées sur une autre machine et que l'on peut accéder à travers une API. D'accord? Et les web services peuvent être développés par des langages de programmation ou des technologies comme Node.js. Node.js, c'est un environnement d'exécution et il est accompagné de Express. Express, c'est une librairie. Ou bien, on peut développer avec Laravel, avec Django, ou bien avec Spring Boot, si c'est Java. OK. Donc, aujourd'hui, si par exemple vous avez une application mobile ou une application web qui vend des produits, si vous voulez faire des transactions, vous devez utiliser un web service qui est fourni par Orange ou Web, qui est le service d'envoi d'argent. Parce que eux, tu peux envoyer de l'argent seulement à travers une application mobile ou bien à travers un code, etc. Mais comment est-ce qu'ils font pour permettre un paiement dans une autre application différente de l'autre application principale? Ça est possible à travers les web services et les API. Ce qu'ils font, ils vont développer la fonctionnalité d'envoi d'argent. Cette fonctionnalité-là devient le web service. C'est le service-là qu'on va utiliser, le service d'envoi d'argent. Et l'endpoint, l'endpoint, il faut bien noter les mots, l'endpoint qu'ils vont fournir, ça va être peut-être ici, je veux dire, slash send money. Voilà. Dans le web service, ils vont créer un endpoint qui permet d'envoyer de l'argent. Et cet endpoint-là, ils vont le mettre disponible à travers une API qui sera accessible. Par exemple, https slash wave-sn. OK, wave.sn slash API slash send money. Donc, en utilisant cet endpoint-là, vous pouvez contacter le service d'envoi d'argent. Donc ça, ce truc-là, c'est ça qu'on va appeler notre API. 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 OK? Donc API, une API, c'est quoi? C'est Application Programming Interface. Une interface de programme. Comment on appelle ça? Une interface de programme, une interface de programmation d'application. C'est-à-dire, c'est une interface. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple. Bon, je voulais vous montrer un exemple de dans Swagger exemple. Voilà, Swagger UI. Swagger UI, c'est un outil qu'on peut utiliser pour documenter notre API. Non, pour documenter notre web service. Quand on documente notre web service, exactement. Vous voyez ce qu'on voit ici? Ce qui est là, c'est l'API. Ça, c'est l'API. C'est l'API qui nous permet d'interagir avec le web service. Le web service, il est codé, il est encapsulé, il est abstrait. Pour y accéder, on a besoin d'utiliser une API. Donc, quand on dit application programming interface, l'interface, elle est là, ce que vous voyez ici. Et en fonction du web service, le web service, on a les types de web service.
Parmi les types de web services qu'on a, on a SOAP, on a REST, on a GraphQL et on a gRPC. gRPC. Donc, ce sont les différents types de web services qu'on a. Et pour créer une API, quand on crée notre web service, pour que l'on crée l'API, on crée le Swagger. Le Swagger, c'est un fichier de description pour les web services de type REST. REST signifie Representational State Transfer. C'est un web service qui est basé sur du JSON. Chaque web service a un type de données qu'il retourne. Soit il retourne du XML, celui-là du JSON, GraphQL, il donne un objet, etc., gRPC, etc. Donc, chaque type de web service a un type de retour. Alors, il se trouve que le JSON, c'est un type de données qui est très facile à utiliser et qui est compatible avec l'ensemble des systèmes, des applications qu'on peut utiliser. C'est pourquoi aujourd'hui, on utilise plus le web service de type REST. Alors, quand vous créez votre web service, c'est-à-dire vous développez votre application backend avec une technologie comme Node.js Express, vous avez créé un web service. Pour que votre web service soit utilisable, qu'il ait une API, il faut que vous créez un Swagger qui va permettre d'exposer vos endpoints. Et à travers les endpoints, les gens peuvent utiliser votre web service. Alors, il se trouve que c'est pas tout le temps les développeurs vont créer le Swagger. Il est très conseillé de faire le Swagger, parce que si on ne fait pas de Swagger, on va tout le temps te demander, par exemple, si vous êtes en équipe de développeur front-end, on va te demander, mais comment est-ce qu'on récupère les utilisateurs, par quel endpoint tu peux utiliser, mais tu ne fais pas assez pour envoyer les données. On va te poser beaucoup de questions. Pour éviter ça, eh ben, tu crées ton web service et tu réglementes ça. Comme ça, les gens ne vont plus te poser des questions. S'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent ici sur l'API, ils regardent l'endpoint et ils utilisent l'endpoint dans l'application. Tu comprends? Donc, si vous créez votre web service et que vous exposez les endpoints, vous avez créé une API. Je répète, vous créez votre web service, vous exposez les endpoints, okay, les points de terminaison, vous avez créé une API. Par exemple, si je prends cette URL-là, on va dire que cette URL, c'est une API parce qu'elle nous permet d'aller contacter le web service d'envoi. Parce qu'il y a un gros web service et moi, pour accéder à la partie d'envoi, j'utilise cet endpoint-là. C'est clair? Alors, vous, actuellement, vous êtes en train de créer des web services à travers Node.js et Express. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Actuellement, vous utilisez Node.js. Node.js, ce n'est pas une librairie, c'est un environnement d'exécution. C'est-à-dire, si vous voulez exécuter du JavaScript, il vous faut du Node.js. Si vous voulez exécuter le JavaScript en front-end, vous avez besoin de navigateur. Le navigateur contient un moteur V8. Ce moteur V8 qu'on a utilisé et l'incorporer dans Node.js. Comme ça, on peut exécuter le JavaScript sur notre machine. Et puisqu'on peut exécuter le JavaScript sur une machine, cela veut dire qu'on peut l'exécuter sur un serveur. D'autant plus qu'un serveur, c'est une machine. Sur une machine, un serveur, c'est un service qui fournit des services web. Un serveur web, il envoie des pages HTML, CSS, etc. Il peut envoyer des fichiers statiques. Donc, puisqu'on peut exécuter le JavaScript sur une machine, les gens en ont profité pour développer une librairie qui s'appelle Express. Donc, vous pouvez créer des API facilement, des web services. Donc, excusez-moi quand je vais confondre les termes, parce que c'est un type de langage. D'habitude, quand on crée le web service, on a l'habitude de dire qu'on est en train de créer notre API. En réalité, on crée un web service et on expose des endpoints. Ces endpoints-là, quand on les utilise, eh ben, ils deviennent des API. Ce sont ces API-là qu'on va utiliser pour communiquer avec le web service. C'est bon. Donc, quand je vais dire créer notre API, il faut comprendre ce que je veux dire. OK? Donc, vous avez l'habitude d'utiliser une API qui s'appelle JSON Placeholder. JSON Placeholder, c'est une API, une fake API.
vous pouvez créer votre propre JSON placeholder, les gars. Vous pouvez le créer vous-même. Et puis, vous exposez ça à tout le monde. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'exemple de web, mais supposons que ici, dans mon web service, je fais ça. Et je dis, je vais exposer un endpoint slash tools. Mon endpoint tools. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que le client, il va faire une requête. Donc, je ne veux pas revenir sur ces détails-là. C'est-à-dire, quand on est sur le web, et le web utilise le protocole HTTP. Sur le web, on ne peut pas utiliser un autre protocole en dehors de HTTP. Si on veut communiquer le client et le serveur, il faut HTTP dans le cadre du web. Et HTTP a des verbes. Ce sont ces verbes-là qu'on va utiliser pour déterminer ou bien signifier au serveur le type d'action qu'on va faire. Ici, on va faire une action de get. Alors, ce qu'on va faire, je fais ça. Je dis au serveur, et bon, je veux que tu me donnes, il va récupérer slash to-dos. Je récupère le to-do list. Qu'est-ce que le serveur va faire? Il va récupérer la requête là et il va appeler le web service qui permet de fournir les to-do list. Alors, ce que le web service va faire, il va voir dans son serveur est-ce qu'il y a un endpoint qu'il a défini qui se termine par to-do et qui est disponible à travers la méthode get. Autrement dit, si vous faites du Express.js, je vais vous expliquer ce que ça signifie. C'est-à-dire comment faire en sorte que quand une personne vous donne une requête get, to-do, comment définir cet endpoint-là sur le serveur, sur la méthode get. Express nous permet de montrer ça, mise en route. Par exemple, vous créez votre application, vous faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez apprendre Express, la documentation vous permet de tout faire. Installation Hello World. Donc, ce qu'on voit ici, je viens de créer mon API, mon serveur, là, qui est exposé sur le port 3000. Le port, vous pouvez le changer comme vous le voulez. Mais il ne faut pas prendre 3000 parce que le port 3000, c'est le port de React par défaut. Donc, si vous démarrez votre serveur Express, en premier, si vous exécutez votre application React, il va vous dire que the port is already in use. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, le port Express, vous pouvez ouvrir ça vers 7000, 8000 et quelques. Mais il faut faire attention parce qu'il y a d'autres services que vous avez sur votre machine qui s'exécutent sur des ports précis. Donc, 80-80, ce qui est React avec 8. Si vous faites du Laravel, c'est 8000. Donc, il faut faire attention sur les ports que vous choisissez. Mais ça, ce n'est pas l'objet. Ce que je vous dis par là, c'est que comment définir un endpoint sur une méthode HTTP donnée. C'est ça, à travers ça. Donc, vous faites app.get. Quand vous faites app.get, slash, ça veut dire quoi? C'est que je vais envoyer une requête get et slash, il n'y a rien qui va suivre. Quand je vais faire ça, le serveur va appeler cette méthode-là, ce qu'on appelle le contrôleur. Et le contrôleur là, il va faire le travail. Et ici, je fais juste un response.send de hello world. Et je peux faire la même chose en mettant app.get slash to-do. Si je fais app.to-do, et le serveur va voir que c'est cet endpoint-là qu'on va appeler. Et donc, je vais faire le traitement qui est là. Ce que vous voyez ici, comment il faut le comprendre, c'est qu'il y a un endpoint qui est défini et la fonction qui va être exécutée lorsque l'appel va correspondre à cet endpoint et à cette méthode. L'endpoint seulement ne signifie pas la méthode, le verbe HTTP, c'est lui qui va déterminer à la fin. Okay? Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait slash to-do que vous n'avez pas le faire 2 fois. Non, je peux faire slash to-do avec get et slash to-do avec post. Donc, les endpoints, vous pouvez les répéter tant que les méthodes sont différentes. Tant que les méthodes sont différentes, vous pouvez mettre les mêmes endpoints, il n'y a pas de souci. Ça va marcher.
Ça, c'est un détail important à noter. OK? Jusque-là, c'est bon? Allô? Coach, oui, c'est bon. OK. Oui, continue de... OK, nice. Non, je demande, je sais que vous m'entendez, mais est-ce que jusque-là, vous comprenez ce que je suis en train de dire ou bien ce que je suis en train de faire? Nice. Pour moi, de nice. OK. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? Si vous n'avez pas une fois essayé de créer le serveur, vous ne saurez pas ce que je suis en train de dire. OK? Je pars du principe que vous avez déjà fait un serveur, vous avez compris certaines choses. Et quand je vais expliquer et vous donner une vue beaucoup plus large, cela vous permettra de comprendre mieux ce que vous êtes en train de faire. OK? Par exemple, si vous venez vous écrire ça directement, sans pour attendre pour voir ça, connaître les principes que je vais expliquer ici, vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train de faire réellement. OK? Donc, là, je suis en train de faire des tours. On est là. On va aller ensuite vers ici. Mais il faut qu'on termine d'expliquer ça d'abord. Je disais que quand on envoie une requête get pour récupérer des to-do list, la requête va aller vers le serveur. En réalité, le get là qu'on voit ici, ça va être peut-être, euh, par exemple, HTTP slash. Non, pas là, est-ce qu'on met. Attends. Bon, je vais écrire ça sans problème. Localhost, je pense qu'on l'écrit avec un slash. Localhost slash votre port du serveur. Supposons que votre serveur tourne sur le port 7001. Voilà. Slash API. Voilà. De façon complète, c'est comme ça que vous allez écrire votre endpoint. Ça sera HTTP localhost 7001 slash API slash tout12. Donc quand je mets slash tout12, cela sous-entend ça. Il faut le voir ainsi. Voilà. Je fais ça. Voilà. Je l'ai signifié. OK. Donc, le serveur va récupérer la requête. Il va voir que le to-do list là, ça existe. Mais est-ce que l'endpoint to-do, est-ce qu'il y a un endpoint to-do pour la méthode get? Donc, la méthode get là, c'est comme si vous faites en fetch. Par défaut, si vous utilisez fetch, ça va être une méthode get par défaut. Quand vous voulez faire du post, vous pouvez utiliser fetch, mais en précisant que la méthode, c'est post. Aussi simple que ça. Mais ce qui est sûr et certain que quand le serveur va récupérer ça, il va voir est-ce que l'endpoint là existe. Sinon, si ça n'existe pas, il va vérifier deux choses. Un, il va vérifier est-ce que l'endpoint là, sur cette méthode, existe. L'endpoint peut exister, mais l'endpoint sur cette méthode-là, si elle n'existe pas, il va dire que c'est 404. On ne trouve pas un endpoint to 12 sur la méthode get. C'est ça. Alors, quand le serveur va récupérer la requête, il va faire des traitements. Les traitements là qui va le faire, c'est la fonction qui est là, le contrôleur. Maintenant, cette fonction-là, vous pouvez vouloir interagir avec la base de données. La base de données, il n'est pas sur votre serveur. Attention, il n'est pas sur votre API, je veux dire. Votre API ne contient que des fichiers et des routes. Donc, si vous voulez avoir une base de données, à moins que vous cherchiez une base de données de type fichier, donc vous pouvez garder la base de données dans votre arborescence de dossier. Mais là, il s'agit de stocker des données qui seront ordonnées comme non ordonnées, c'est-à-dire avec une base de données relationnelle comme non relationnelle. Dans ce cas, si les to-do list ne sont pas dans mon serveur, je vais devoir communiquer avec ma base de données. Donc, je vais demander à ma base de données, je dis, tiens, je cherche, je vais mettre quelque chose de plus simple. OK. Il dit, tiens, ma base de données, ah, moi, on me demande des to-do list. Est-ce que toi, dans tes données, ici,
tes tables, est-ce qu'il y a une table to-do list, to-dos? Voilà, les tables sont là. La base de données, le serveur va demander à la base de données, est-ce que tu contiens une table to-do? Si oui, il me dit, OK, renvoie-moi ça. Il dit, renvoie-moi les données que je te demande. Une fois que c'est bon, le serveur va prendre les to-do list et il va répondre au, n'est-ce pas, comment on appelle ça, au client. Alors, donc, de façon résumée, ça c'est la première requête. Vers le serveur fait ça, 3, 4, il renvoie ça, et là c'est 5. Pour ça, j'ai juste résumé, hein? J'ai juste fait un résumé global. Il y a des choses qui vont se passer sur le serveur. Par exemple, il y a des traitements qu'on va faire. Mais notez bien qu'il y a la requête qui est là, le serveur reçoit ça, le serveur fait une demande vers la base de données, la base de données lui donne la réponse, le serveur fait le traitement et renvoie ça au client à travers du JSON. En résumé, c'est ça. Maintenant, comment est-ce que le serveur va faire pour communiquer avec la base de données? On sait que le client, pour qu'il communique avec le serveur, il a besoin d'un endpoint, comme ça. L'URL plus l'endpoint plus la méthode. Le serveur récupère. Mais comment est-ce que le serveur va faire pour accéder à la couche base de données? Alors, la plupart du temps, ça dépend des technologies, mais on utilise un outil qu'on appelle ORM. Donc, Object Relational Mapper, ORM. Donc, Objet Relational Mapping, tant pour moi. L'outil de mappage ORM vous permet de décrire comment vos objets d'identité sont mappés à la source de données. Un mapping objet relationnel est un type de programme informatique qui place en interface un programme applicatif. Ça va vous sembler compliqué. Mais notez juste le terme parce que je vais vous permettre de comprendre ça facilement. Je vais regarder ce schéma-là. Voilà, ça c'est plus simple. Par exemple, vous voyez que l'ORM, il est là au milieu. Les objets sont là, il est là entre les objets et la base de données. Si vous vous rappelez, dans votre application, vous avez créé des objets, n'est-ce pas, ou des modèles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous avez créé des modèles sur, comment on appelle ça, sur Express. L'ORM, il est là au milieu. Alors, vous, dans votre serveur, vous avez créé ce qu'on appelle des modèles. OK. Un modèle to do. Le modèle, c'est une entité. Une entité, c'est quoi? C'est on dit que, OK, nous, dans notre base de données, dans notre application, on aura besoin d'un utilisateur ou bien des utilisateurs, des to-do list. On aura besoin de quoi? C'est pas moi, des listes de contacts, commentaires. Ce sont ces choses-là qui vont être représentées comme étant des modèles. Maintenant, si vous avez ce modèle-là, le modèle-là, il doit être une représentation d'une table qui sera dans notre base de données. Comme ça, quand on va utiliser, on va vouloir enregistrer les données, eh bien, on va utiliser l'ORM. L'ORM va prendre le modèle et le transformer en quelque chose qui sera stockable, qui peut être stocké dans la base de données. Et quand vous allez récupérer les données de la base de données, il faut quelque chose qui transforme ça en un objet JavaScript. L'ORM va le faire pour vous. Et l'ORM que vous utilisez sur Mongo, sur Express, avec MongoDB, puisque là, vous êtes en train d'utiliser MongoDB, les ORM, il y en a plein. Mais la fonction de la base de données que vous utilisez, ou bien de la technologie que vous utilisez, il y a un ORM adapté. Et l'ORM qui est utilisé pour ça, il s'appelle Mongoose.
c'est Mongoose que vous utilisez. Donc, Mongoose, il va vous servir d'interagir avec votre base de données. C'est avec Mongoose que vous allez utiliser, vous allez récupérer les données, modifier les données, supprimer les données, etc. Donc, à chaque fois que vous voulez interagir avec votre base de données, c'est l'ORM Mongoose que vous allez utiliser. D'accord? Donc, je fais ça. Express Mongoose. Mongoose, il est là. Je vais d'abord faire ça. Oh, je ne voulais pas ouvrir. How to get started with Mongoose Express. Donc, regardez ici. Si je veux utiliser Mongoose, je le fais comme ça. Et j'utilise Mongoose pour me connecter avec ma base de données MongoDB. Aussi simple que ça. Donc, vous voyez que pour que l'application, le serveur, puisse interagir avec la base de données, il faut une connexion. On établit la connexion d'abord. Après avoir établi la connexion, on va maintenant pouvoir échanger avec le serveur et la base de données à travers Mongoose. Même pour la connexion avec la base de données, on utilise Mongoose. Alors, je vais faire ça. Je mets ça. Là, je mets connexion. Il faut d'abord ouvrir la connexion avec la base de données. Quand on ouvre la connexion avec la base de données, à partir de là, on peut vraiment continuer à échanger avec notre serveur et la base de données. Donc, les modèles que vous décrivez avec Mongoose, par exemple, ici, ce qu'il y a en objet, bon, ici, il y a l'objet Kitchen, le modèle. Puisqu'on a créé ici, voilà, le schema, il est là. Donc, ils ont utilisé Mongoose pour créer un schema de Kitty schema. Et ensuite, ils ont créé un modèle de type Kitty schema, mais à travers Mongoose. Donc, vous voyez que Mongoose, il va faire le mappage. Il va permettre, parce que quand vous faites ça, il suppose que vous voulez plus tard stocker dans votre base de données une table qui s'appelle Kitten, qui sera de type Kitty schema. Kitty schema est laquelle propriété et la name. Donc, dans votre base de données, vous aurez une table qui aura seulement name comme propriété. L'ID, il va l'acheter automatiquement pour vous, ok, avec le timestamp. Mais quand vous voulez avoir une base de données, il va créer une base de données avec le name comme ça. Donc, le schema, c'est, comme je l'ai dit, c'est une représentation d'une table dans la base de données. Donc, si vous avez des colonnes à stocker dans une base de données, vous mettez tous les colonnes dans le schema. Parce qu'une fois que vous le faites, Mongoose va se baser sur ça pour aller créer la table dans MongoDB. OK? Donc, quand vous utilisez la base de données MongoDB, l'ORM à utiliser, c'est Mongoose. Parce que si vous voulez, MongoDB, c'est une base de données, vous avez votre application. Si votre application a besoin d'interagir avec la base de données de Mongo vous donne Mongoose. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mongoose, voilà. Donc, MongoDB vous propose Mongoose pour communiquer, pour que votre application puisse communiquer avec la base de données MongoDB. Donc, les schémas sont là. Donc, une fois que vous créez vos schémas, comme je l'ai dit ici, les schémas, ce sont les modèles. Donc, l'ORM va se charger de faire le mappage. Donc, il va aller récupérer la table to-do list. Il vous renvoie ça et le serveur fait response.send to-do. Le client reçoit ça et il mappe ça dans votre. Il mappe ça de la sorte. Donc, en résumé, c'est ça. Son résumé de façon globale, l'architecture est là. Vous avez votre client, votre serveur et votre base de données. Donc, le serveur, il va contenir. Donc là, je parle de serveur de façon globale. Parfois, on fait, pour ne pas compliquer les choses, vous pouvez dire, OK, le serveur, il est là et c'est lui qui est l'API. On avance. Okay, c'est par habit de langage. Mais c'est le serveur qui va contenir votre application. Votre application va contenir le web service qu'il faut, etc. Donc, actuellement, vous pouvez dire que votre serveur, c'est votre machine. Et dans votre machine, vous avez votre projet. Le projet, il est là. Et c'est le projet qui définit les endpoints.
aussi simple que ça. Donc, demain, si vous voulez déployer votre application, vous le déployez sur un serveur. Donc, c'est pourquoi je l'ai fait comme ça. Donc, actuellement, votre serveur, c'est votre machine. Et dans votre serveur, dans votre machine, vous avez installé Node.js. C'est pourquoi votre API, votre application backend peut s'exécuter. Donc, de façon résumée, c'est ça. Vous avez des questions? Quelles sont les choses que vous n'avez pas bien compris, les termes, les notions, et aussi s'il y avait des incompréhensions précises par rapport, je sais pas, à ce que vous avez à faire, les problèmes que vous rencontrez. Voilà, c'est le temps de poser les questions, s'il y en a. Oui? Coach, Mhm. tu peux revenir un peu sur le côté serveur et les bases de données, comment elles interagissent? Oui. Je disais que si vous avez votre application où il y a votre base de données, donc la base de données, on va prendre un exemple réel. Vous avez votre application qui s'appelle To-Do API et vous voulez stocker les to-do list dans une base de données. Premièrement, il faut établir une connexion avec la base de données. Ça, c'est en premier lieu. Il faut que votre application soit connectée à une base de données. Et la façon classique de le faire, ici il y a un exemple, c'est où déjà, avec MongoDB, on utilise mongoose.connect. C'est où déjà? Je l'ai vu quelque part. Hein. Je sais plus, c'est où? Ah, ici, voilà, ici. Donc, tu vois que on a établi la connexion en premier lieu. C'est pourquoi toutes ces choses-là, d'habitude, c'est fait dans le fichier principal, le fichier d'entrée. Comme ça, on va connecter à la base de données, on va initialiser les middleware, tout ce qu'il faut. Il faut d'abord se connecter à votre base de données, établir une connexion. Si on n'établit pas une connexion, votre application ne doit pas s'exécuter. On établit la connexion avec la base de données en premier lieu. Une fois qu'on est sûr que notre application est connectée à notre base de données, on peut maintenant définir les schémas avec Mongoose. Après, on commence à utiliser tout ce qu'il faut. Donc, on établit la connexion en premier lieu. Maintenant, si on établit la connexion, si on veut stocker des objets dans les tables de MongoDB ou récupérer les données de MongoDB vers l'application, on doit toujours utiliser un ORM, Object Relational Mapping. C'est un outil qui nous permet de traduire, de convertir. Par exemple, tu dis JSON, comme si tu dis mongoose.parse, tu stockes ça. Non, mongoose.stringify, tu stockes ça. Pour récupérer, tu mets mongoose.parse. Comme ça, le client, le serveur peut récupérer les données. C'est en quelque sorte ça. Le mapping qui est là, il va prendre le modèle, il le convertit en données stockables par la base de données. Une fois que la base de données récupère les données, Mongoose va se charger aussi de traduire les données vers quelque chose qui est compréhensible par ton application. Tu comprends? Oui. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ok. Autre question? Vous n'avez pas de questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, on va se quitter. Donc, c'était un plaisir. Oui? Allez, donc, vous avez des questions? Coach, Oui. Oui? est-ce que c'est nécessaire tout le temps d'écrire mongo.connect, après on met les je sais pas, c'est un, En tout je pense cas, que c'est un adresse IP, en tout 27, je sais cas, pas. En tout cas, il y a plusieurs façons de se connecter à une base de données. Il n'y a pas qu'un seul moyen, il n'y a pas qu'une seule façon. Il y a plusieurs façons de nous connecter. Ce qui est là, c'est un exemple de connexion. Mais ici, on suppose que on a Mongo Atlas en local. C'est-à-dire, quand tu as Mongo en local, c'est comme ça qu'il faut se connecter. Mais regarde ici, ils ont dit quoi? If your database has hook enabled. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un mot de passe,
tu peux le faire. Mais si tu as MongoDB Atlas, c'est le lien de la base de données qui est sur MongoDB qu'il faut mettre ici. Mais il y a plusieurs façons de se connecter à la base de données de MongoDB. Il y a plusieurs façons. Il n'y a pas qu'une seule façon. Ce qui est simple, il faut juste la méthodologie. C'est que je dois me connecter. Et la façon dont on se connecte à MongoDB change au fil des années, au fil des versions, au fil des technologies. La façon dont on se connectait sur MongoDB il y a 2 ans, ça peut changer aujourd'hui. Donc, il ne faut pas vous figer sur une méthode. Il faut juste voir actuellement avec la version de Node.js que j'ai, de Express que j'ai, de la version de mon MongoDB que j'ai, comment est-ce que je me connecte à la base de données. Ce sont ces informations-là que vous devez chercher et poser ces questions-là. Comme ça, vous allez voir la bonne méthode pour connecter votre API à une base de données avec la version normale, sans problème. Tu comprends? Aussi, autre chose, Mhm. si on m'invite sur un projet, Oui. est-ce que c'est forcé que moi, mon base de données fonctionne? Je sais pas moi, comment l'expliquer. Genre, par exemple, si tu m'invites sur un projet avec MongoDB sur la base de données, est-ce que c'est vous qui devez allumer la base de données ou bien c'est moi? Encore une fois, ça dépend de la méthodologie utilisée. Si chacun utilise sa propre base de données en local, vous êtes obligé tout le temps d'utiliser votre propre base de données. L'avantage maintenant avec MongoDB, c'est que vous pouvez utiliser, parce que la base de données n'est pas locale, elle n'est pas locale, elle est sur le cloud. Vous pouvez juste utiliser l'URL, c'est comme Firebase. Tu crées le projet et les gens te rejoignent sur le projet. Donc, si quelqu'un d'entre vous crée une base de données à travers Mongo Atlas dans le navigateur, il suffit juste de mettre le lien. Tout le monde va utiliser la même base de données. Ce n'est pas la peine que chacun crée sa propre base de données. Ce n'est pas la peine. Si vous optez pour avoir MongoDB en local, là, c'est en local, c'est sur votre machine. Les données que vous aurez, ce n'est pas tout le monde que ce ne sont pas les mêmes données que tout le monde aura. Non, pas local, mais MongoDB Atlas. Oui, si c'est MongoDB Atlas, ce n'est pas la peine. Il suffit juste que la personne configure. Peut-être s'il met l'URL dans un NV, il faut qu'il vous donne le mot de passe, etc. Mais s'il veut, il peut mettre directement l'URL. Mais ce n'est pas conseillé parce que vous allez mettre votre mot de passe en dur. Ce qui est sûr, c'est que vous mettez le lien, l'URL dans le fichier ENV, on le met dans le guide-ignore, comme ça, quand on commit, les gens ne verront pas les mots de passe de l'URL. Si moi j'ai le mot de passe de ton URL, je peux accéder à ta base de données. Ça, c'est pas sécurisé. C'est pourquoi on le met dans le ENV. Mais quand la personne met ça dans un ENV, il doit juste vous partager le mot de passe de son Atlas. Comme ça, vous allez remplacer par user et le mot de passe. Vous allez faire ça. Donc, encore, la connexion, ça dépend de la méthode utilisée. Si vous voulez vous utiliser une seule base de données, en tout cas, il faut que la base de données soit créée dans le MongoDB qui est sur le navigateur. Et c'est fini. Tant que vous utilisez le même compte, le même mot d'utilisateur, le même mot de passe, ça va. Les données que tu vas ajouter, l'autre vous verra les données là. C'est bon? Coach, moi, par exemple, Baba m'a invité sur un projet, sur MongoDB. Mais quand je lance le serveur, il va me dire que le MongoDB est déjà connecté, alors que moi, si je viens pour tester mes API, il va me dire que le route n'est pas, il ne reconnaît pas la route parce que MongoDB, il n'est pas connecté sur le MongoDB. Non, Alors que on t'a dit la route, tu as dit la route. Tu n'as pas dit MongoDB, tu as dit que la route n'est pas reconnue. Si la route n'est pas reconnue, c'est avec ton application, oui. pas avec MongoDB. Coach, Pourtant, moi, j'aimais. mën naa intervenir foofu wala c'est-à-dire ndeyam yow sa route bi da nga ko créé pare mais appelé woo ko woon ci sa index point z sa index bi mooy démarrer sa kii sa serveur bi Ok. appelé woo na ko foofu moo tax testé naa ko ba mu jàll Jàll.
yàlla na waaw. Ah, baax na après. Ok, man boo donc créé ton problème, c'est pas un dañ koy problème avec MongoDB, c'est juste un problème avec tes routes. C'est bon? Moi, je demande si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai expliqué ici, pas par rapport au problème que vous rencontrez, hein. Mais si c'est le problème, Ah, beaucoup de. c'est que non, ñooy am ko temps yi si lii la ñuy liggéey moo tax. et maintenant, ces problèmes-là, c'est pas grave. Mais parfois, je peux ne pas comprendre si je ne vois pas le problème. Maintenant, si tu expliques de façon théorique, si je comprends, je peux répondre. C'est bon? Bonjour coach. Yes. Ah, waxaat bi yaa ngi sa ngoon na nga wax yow. Si vous have. Honnêtement. Coach, Mhm. bon, en fait, j'aimerais juste savoir, en fait, pour tout ce processus, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui vont interagir? Parce que j'entendais que vous avez parlé de Node.js, Express et de MongoDB. Mhm. Aussi, est-ce que dans le même web service, on peut créer d'autres, par exemple, API? Oui, c'est-à-dire que ici, Qu'il faudra peut-être renvoyer dans une autre base de données? non, dans une application, on n'a qu'une seule base de données. Une application, une base de données. Mais attention, Une seule base de données. ouais, c'est la base. Ça, c'est la première chose. Mhm. Mais cela ne veut D'accord. pas dire qu'on a tout le temps une seule base de données. Pour le moment, soyez focus sur ça. Pour le moment, c'est comme si quand tu es en classe de CI, on te dit que 1 moins 2, c'est impossible. Japan Tamit, c'est impossible d'avoir plusieurs bases de données. Pour le moment, j'ai dit. Après, au fur et à mesure qu'on avance, ça, c'est des choses plus avancées. Mais c'est rare. Euh, pour copier plusieurs bases de données et les lier en une seule application. Mais ça, c'est un autre niveau de complexité. Il ne faut pas vous compliquer la vie. D'après juste une application, une base de données. Une application, une connexion à une base de données. C'est fini. OK? Maintenant, ta question, elle n'est pas claire. Repose-la et reformule bien et essaie de comprendre ce que tu es en train de poser. Oui, bon, l'autre question c'était pour dans le serveur, est-ce qu'on peut créer d'autres API? Oui, c'est possible. On peut avoir le bout d'un endpoint. Tu peux avoir un endpoint slash connexion, slash inscription, slash ajout, slash modifier, slash supprimer. On peut avoir autant d'endpoints qu'on veut. C'est comme si tu me dis, est-ce que dans une application React, on peut avoir 2 pages ou 3 pages? Tu vois que tu peux avoir des pages, tu peux avoir des fonctionnalités, etc. Mais dans une page ne peut pas interagir avec une autre page en même temps. Pas interagir avec une autre page en même temps. Une page peut interagir avec une autre page, mais pas au même moment. Quand tu vois ça, à condition que tu utilises des WebSockets, de navigateur, etc. Et ça, c'est sur le web. Mais ici, ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont tu as des routes, ici, c'est la même chose. Ici aussi, tu auras des routes. Mais ces routes-là sont appelées des endpoints. Quand tu mets sur le web, slash accueil, slash élève, il te renvoie la page qui contient la liste des élèves. La même chose, quand tu mets slash to do, il va exécuter la fonction qui permet de traiter l'endpoint là. Ainsi de suite. Donc, tu peux avoir autant d'endpoints que tu veux. C'est bon. Oui. Bien. C'est quoi l'autre? Do you have any questions? Nabi tey tardé na de non. Bon, il y a l'enregistrement. On a l'enregistrement. Il est là. Nabi, tu es là. Wala nekk fi? Nabi ne ko fi bu naa ko jotuma ko de.
Ah, ok. Pour moi, non, quoi. Je pense qu'il est là. Je pensais qu'il était là. Ah, Oh, lu tax nga ne dafa raté dafa tardé. ñoom lii c'est intéressant waroon na ko mën a fekkee. C'est bien. te Ouais, c'est vrai. Hein. examen yi tam ngeen génn ko. Non, 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 non. Non. Ça, quand si je vous explique ça, c'est pas forcément ce qui va venir. Ça, c'est juste un cours que je vous offre. Gratos, en plus. C'est bon? C'est bon. Maintenant, il faut encore continuer. Maintenant, au fur et à mesure que vous continuez, vous allez voir des choses, vous allez rencontrer des choses, etc., etc. Question? En tout cas, écoute, ça m'a l'air. Ça faut le- Il faut beaucoup lire. Juste ça. Il faut beaucoup travailler. Beaucoup lire encore. Si vous ne lisez pas encore, comme je vous l'ai dit, Documentation moo bëri coach. documentation bëriwul la. Il faut y aller petit à petit rek. Si moi j'ai compris ça, vous pouvez le comprendre. Qui vous dit que moi ça, je l'ai appris en 5 jours? Voilà, en 1 mois. Qui vous dit ça? Il faut juste être patient et travailler. C'est juste ça. Il ne faut pas voir quand vous faisiez le JavaScript, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. Vous pouvez comprendre, vous pouvez exécuter, vous pouvez faire ça. Tout ce qui est niveau est compliqué. Voilà. Tant que vous apprenez, vous avez l'impression que c'est facile. Sachez que vous n'apprenez pas. Tant que vous apprenez, tout le temps que vous apprenez, vous voyez des choses faciles. Vous n'avancez pas. Vous n'êtes pas en train de progresser. Il faut changer de métier. Il faut changer la façon de faire. Donc, c'est normal. Ok? Moi, si je vous explique ça, depuis combien de temps je fais, mais il y a des choses que je n'ai pas compris très tôt. Je n'ai pas compris dès le début. Il fallait que j'apprenne, j'avais fait des cours, fait des recherches, etc. pour que je comprenne ça. D'accord? Donc, il faut patienter. Être patient. Booy def programmation, da ngay gëm yàlla. Bu dul gëm yàlla def programmation. Gëmu yàlla def programmation. Parce que dafa laaj tey patience ak gëm. Loolu la laaj. D'accord, coach. Ok. Autre chose? Donc, ça veut dire que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Ouais, c'est bon. Ok. Et là où vous êtes, etc. Donc, ça, l'intérêt de ça, c'est que ça vous permet, mais ça permettra de clarifier certaines choses. Ça permettra de vous guider, quoi. Puisque vous avez commencé quelque chose, le fait que je vous explique ceci va vous permettre de mieux voir, mieux encore comprendre ce que vous êtes en train de faire. C'est ça l'objectif. Donc, code on dit que c'est le client qui intervient avec le serveur et le serveur intervient avec la base de données. Exactement. Et C'est ça, j'ai compris. Et le serveur, ça, ton API, ton application, ton backend, doit établir d'abord une connexion avec la base de données. Si la connexion ne passe pas, les données que tu vas en traiter ne vont jamais passer. Il faut être sûr que mon application s'est bien connectée à ma base de données. C'est bon. Voilà. Maintenant, parfois, vous voyez que ici, la base de données, elle n'est pas dans le serveur. Mais parfois, la base de données est dans le serveur. Ce serveur, machine la voit. C'est comme ta machine, toi, actuellement. Moi, j'ai une machine qui est là, que je suis en train d'utiliser. J'ai une application que j'ai mise dans mon dossier bureau. Et j'ai ma base de données quelque part avec un logiciel, tel que ZAMP. Tu vois, pourtant c'est différent. ZAMP n'est pas dans le même dossier que mon application que j'ai créée. Pourtant, ils communiquent. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, j'ai ouvert mon dossier sur VS Code. J'ai ma base de données sur ZAMP. Pourtant, les ZAMP et le VS Code ne sont pas au même endroit, mais ils sont sur la même machine. Donc, ils sont sur le même serveur.
Donc, quand vous avez les deux sur le même serveur, vous pouvez mettre la local pour la connexion à la base de données. Sinon, vous mettez l'adresse IP complet, bien l'adresse URL complet de la base de données. J'appelle encore non, le client se connecte avec, il fait appel au serveur avec l'endpoint. Soit vous utilisez Fetch ou Axios. Quand vous connectez, quand vous communiquez avec le serveur va prendre la requête, il va interagir avec votre base de données. Et la base de données, l'API, votre backend, va interagir avec la base de données à travers un outil qu'on appelle ORM. Et chaque technologie a son propre ORM. Et pour votre cas, puisque vous utilisez Express et MongoDB, ce qui est plus adapté à ça, c'est Mongoose. C'est Mongoose qu'il faut utiliser, faire la conversion des modèles en table, puis en champ, et des champs ou tables vers des objets JavaScript. C'est lui qui va faire la traduction. C'est lui aussi qui va permettre d'interagir avec la base, avec les find, delete, add, update, etc. C'est bon? Oui. Donc, ça veut dire qu'actuellement, vous comprenez un peu. J'essaie d'exécuter moi. Hmm? Soo waree appliquer des métiers. Pour appliquer des métiers, maanaam di leen expliquer nii yow nga xam ne lu muy signifier réellement concrètement. Mais il faut vous approcher de vos camarades. Par exemple, toi, tu as le problème, Baba a compris. Il faut s'approcher de Baba et qu'il t'explique quel est le problème et comment il faut le comprendre. Comme ça. Et si vous ne pratiquez pas, ça ne va pas venir. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et faites simple. La documentation de l'Express, elle est là. Elle est très simple. Très, très simple. Elle vous permet de démarrer. Vous réussissez, lisez tout. C'est que yéen tamit du leen nangu lire quoi. Dina ñëw dem dans la facilité. Ce qui fait que quand vous avez des problèmes parfois, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est parce que vous ne comprenez pas comment est-ce que les choses fonctionnent. Et quand on ne comprend pas comment les choses fonctionnent, on va nous débugger. On va se débugger sur xamul xew. Donc, routage de base, je viens sur la documentation, je lis, je prends le temps de lire ce que Express me dit, ligne par ligne, et j'applique. Le guide, il est là. Routage. Comment est-ce qu'on doit faire les routes? Je lis. Je prends mon temps, je lis. AP référence, je regarde. Ouais, s'il y a les versions qui sont là. Je regarde le routage, comment est-ce qu'il le fait? Ok, il le fait comme ça. Pourquoi il le fait comme ça? Quelles sont les différentes façons? Là, il me dit, pour les réponses, il y a GISON, download, add, redirect, send file, send status. Tout ça, il faut que je comprenne ça. Donc, c'est là comme ça qu'il faut faire. Lisez, tester, 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 et tester, et tester, et tester. Et apprenez. Et lisez la documentation. C'est comme ça. Aussi simple, regarde, aussi simple que ça. Tu crées ton projet, npm, tu crées ton projet avec paquet JSON, npm init, et dans la npm init, tu mets npm install express et dans ton fichier index.js ou serveur.js, tu déclares ça. Et ton application est partie. Tu commences. Une fois que tu fais ça, c'est bien. Quand tu arrives à faire ça, tu es bien déjà. C'est simple que ça. C'est bon? Donc, j'espère que c'est bien enregistré. Après, je vais essayer de traiter la vidéo, de la mettre sur YouTube, partager ça. Vous aurez le temps de revoir ce qui est dit. Et ceux qui ne sont pas là-bas vont aussi voilà, se rattraper.
waa nga partagé ko ci groupe bi pour ñi fekkee. Ouais, bon, soit je upload ça directement sans retoucher, soit mais bon, j'ai pas le temps pour retoucher. Je vais upload ça directement là-bas. Je vais le mettre ça directement. C'est bon? Oui, Oui, d'accord. Et je suis sûr de vouloir enregistrer, arrêter l'enregistrement.